Le siège national de la France Insoumise à Paris, brièvement évacué à la suite d'une menace à la bombe ce mercredi. Alertée, la police n'a trouvé aucun explosif et les salariés de LFI ont réintégré les locaux vers midi. Cette alerte survient dans un contexte de très forte tension politique. 5 jours après la violente rixe ayant causé la mort de Quentin Derenque, 11 personnes ont été placées en garde à vue. 6 d'entre elles sont soupçonnées d'avoir participé aux violences ayant causé la mort du militant d'extrême droite. Parmi les personnes arrêtées, un collaborateur du député LFI, Raphaël Arnaud, qui a rapidement indiqué avoir engagé les procédures pour mettre fin à son contrat. Un autre de ses collaborateurs a également été arrêté. Alors que LFI est sous le feu des critiques, Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée, a dénoncé ce qu'elle considère relever de l'instrumentalisation de la mort du militant nationaliste. Cela veut dire que derrière, il suffira que des groupuscules d'extrême droite qui vont à chacune de nos manifestations, à chacun de nos meetings, à chacune de nos conférences, mettent la pression pour qu'ensuite l'ensemble de nos événements soient annulés. Et je rappelle là aussi que c'est au gouvernement de prendre des mesures pour assurer des conditions démocratiques du débat politique. Dans l'hémicycle, le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé la France Insoumise à faire le ménage dans ses rangs. Il a également exhorté à refuser la violence politique. Soit on lutte et on refuse la violence, soit on ne lutte pas contre elle. Il n'y a pas de double standard. Il n'y a pas, au fond, 2 poids 2 mesures. Ça vaut pour tout le monde, pour tout à chacun. Comme les députés la veille, les sénateurs ont observé ce mercredi 1 minute de silence à l'ouverture des débats pour rendre hommage à Quentin Derenque. À Genève, suite et fin ce mercredi des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide des États-Unis. Pas de miracle, ni de surprise. Ces discussions se sont achevées sans avancée majeure, mais le dialogue a eu lieu. Très peu d'éléments ont filtré sur d'éventuels progrès enregistrés. En revanche, ces discussions n'ont pas duré longtemps, 2 heures ce mercredi, signe que le dialogue reste très difficile. Les discussions ont été divisées entre 2 groupes de travail. L'un sur les aspects politiques du règlement du conflit, l'autre sur ses aspects militaires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a simplement affirmé que les 2 camps s'étaient entendus sur la quasi-totalité des points pour la mise en œuvre et la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu. Mais il a également souligné qu'une telle trêve nécessitait au préalable une volonté politique commune, qui pour l'heure semble loin d'être acquise. Les Ukrainiens n'ont pu que constater que les positions restaient éloignées sur les questions les plus sensibles, en particulier celles des territoires. Moscou continue en effet de réclamer l'ensemble du Donbass, inacceptable pour Kiev. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur la date et le lieu des prochaines discussions. L'Ukraine impose de nouvelles sanctions au dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko. Il est accusé d'avoir aidé la Russie à poursuivre sa guerre contre l'Ukraine. Leader de l'opposition bélarusse actuellement en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya dénonce les actions de la Russie dans son pays. Russia can use Belarus as a platform for pressure and even aggression against Europe. Under Lukashenko, Belarus has become deeply integrated into Russia's war machine. Russian troops train there. Joint military infrastructure is being modernized. Russia has deployed nuclear weapons in Belarus and is building infrastructure for systems like the Avreshnik missile. This creates direct threats not only to Ukraine but also to Poland, the Baltic states and actually wider Europe. It shortens warning times and increases escalation risks. Selon Volodymyr Zelensky, sans cette aide, les frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes auraient probablement été moins importantes. Belarusian society is overwhelmingly against the war. The army's loyalty in such a scenario is not guaranteed. And Lukashenko understands that direct participation could destabilize his own regime. So yes, Moscow will continue to pressure Minsk, but Belarus remains one of the weakest links in Russia's regional architecture. A democratic Belarus would remove major military foothold from Russia's western flank. This is why the Belarusian dimension must be part of any serious discussion about European security and the end of this war.
Pendant ce temps, les États-Unis assouplissent les mesures prises à l'encontre du Bélarus, quelque temps après l'adhésion de ce pays au Conseil de paix mis en place par Donald Trump. Il entend protester contre la participation des athlètes russes et bélarusses aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina sous leurs drapeaux nationaux. Le commissaire européen chargé du sport, Glenn Mikalev, a annoncé qu'il boycotterait la cérémonie d'ouverture. Tant que la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine se poursuit, je ne peux soutenir le rétablissement des symboles nationaux, drapeaux, hymnes et uniformes qui sont indissociables de ce conflit, a-t-il écrit sur le réseau social X. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les athlètes russes et bélarusses ont été interdits de participer aux Jeux olympiques et paralympiques sous le drapeau de leur pays. Ceux-ci ont toutefois été autorisés à concourir en tant qu'athlètes neutres individuels, une catégorie qui permet aux sportifs qualifiés pour les Jeux de participer sous certaines conditions, notamment de ne pas soutenir activement l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de ne pas être sous contrat avec l'armée ou les agences de la sécurité nationale russe ou bélarusse. En septembre 2024, le CIP a levé sa suspension et en décembre de la même année, le tribunal administratif du sport basé en Suisse a estimé que l'exclusion des athlètes russes et bélarusses des épreuves de qualification constituait une violation des règles de la Fédération internationale de ski et de snowboard. La Commission européenne a publié une stratégie visant à soutenir les régions frontalières orientales confrontées au déclin économique, à la pression démographique et aux menaces hybrides découlant de la guerre en Ukraine. Des prêts d'un montant de 28 milliards d'euros seront distribués en coopération avec la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale afin de relancer l'investissement et l'activité économique dans les régions touchées. Les 9 États membres de l'UE concernés par cette initiative baptisée East Invest sont la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. La stratégie couvre également l'initiative européenne de murs anti-drones visant à renforcer la sécurité des frontières, le soutien de l'intégration des réseaux électriques baltes dans le réseau européen plus large, ainsi que des programmes éducatifs et d'emploi destinés à lutter contre le déclin démographique dans les zones frontalières. La répartition détaillée des fonds entre les États membres n'a pas encore été déterminée. Les responsables de l'UE devraient rencontrer les représentants des pays lors d'un événement East Invest prévu fin février. Christine Lagarde va-t-elle démissionner prématurément de son poste de présidente de la Banque centrale européenne? C'est l'hypothèse qu'a avancée le Financial Times mardi. Alors que son mandat expire en octobre 2027, Christine Lagarde pourrait annoncer un départ anticipé de son siège à Francfort, selon le quotidien britannique qui cite un proche de l'ancienne ministre française. La BCE n'a pas fourni davantage de précisions, indiquant simplement que sa présidente se concentrait sur sa mission. Un retrait prématuré de Christine Lagarde permettrait au président français sortant Emmanuel Macron et au chancelier allemand Friedrich Merz de peser sur la nomination de son successeur dans un contexte d'inquiétude croissante à Bruxelles face à la montée des partis d'extrême droite en Europe. Selon un sondage du Financial Times, Klaas Knot, ancien directeur de la Banque centrale néerlandaise, et Pablo Hernández de Cos, ancien gouverneur de la Banque d'Espagne, figurent parmi les candidats les plus probables à la succession de Christine Lagarde. La plus haute juridiction roumaine a jugé constitutionnelle une loi de réforme des retraites pour les juges et les procureurs. Le projet de loi doit désormais être promulgué par le président. La nouvelle législation relève l'âge de la retraite de 50 à 65 ans et limite les pensions à 70% maximum du salaire perçu au cours du dernier mois de service. Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51 sau 52 de ani. În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile. Această reformă deschide calea și pentru alte reforme care să taie din privilegii. Este o sumă totuși importantă, avem ce face cu suma respectivă în bugetul României, deci eu sper că nu am pierdut această sumă. L'adoption de ce projet de loi est nécessaire pour accéder au financement de l'UE par le biais de ses fonds de relance et de résilience qui s'élèvent à 231 millions d'euros. Am încredere că dacă își face bine treaba domnul ministru Păslaru, nu vom pierde acei bani.
After 5 postponements, the Romanian Constitutional Court sent the law that changes magistrate pensions to promulgation. In practice, the payments will be capped to 70% of the last net salary. At the moment, a retired judge or prosecutor can get more than 4,000 euros, whilst the average pension in Romania is about 500 euros. At the same time, Romania is trying to unlock now 231 million euros that are tied to this reform. Ruth Novakovic for Euronews. L'aide alimentaire et sanitaire fournie par le gouvernement mexicain à Cuba a été distribuée ce mardi dans différentes régions dans le but d'atteindre les populations les plus vulnérables. Selon le ministère cubain du Commerce intérieur, le gouvernement prévoit de livrer de l'aide à La Havane, dans la ville d'Artemisia, à l'ouest de la capitale et sur l'île de Juventud. La chaîne de télévision publique Cubavisión a diffusé des images des cartons stockés dans un entrepôt à La Havane et leur distribution aux magasins locaux. Après avoir envoyé 800 tonnes de nourriture et d'autres produits de base, la présidente mexicaine a indiqué être prête à instaurer un pont aérien à condition que les autorités cubaines en fassent la demande. L'aide apportée par le Mexique intervient alors que la crise économique et énergétique qui sévit à Cuba depuis plus de 5 ans s'aggrave 2 semaines après que le président Donald Trump a menacé d'imposer des sanctions aux pays qui vendent du pétrole à Cuba. La capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par l'administration Trump a fait perdre à Cuba un allié dont elle dépendait pour une partie de son approvisionnement en pétrole. Au cours des 2 dernières semaines, l'île a ressenti encore plus fortement les effets du blocus avec la réduction du temps de travail, la fermeture des banques, les restrictions de transport et l'annulation de liaisons aériennes. Mardi, le gouvernement espagnol a annoncé à son tour qu'il enverrait des denrées alimentaires et des fournitures médicales à Cuba en réponse à la crise.